Azul, on va aborder les helminths, on va parler des différents vers qui peuvent parasiter l'être humain. Ça s'étale sur tout un trimestre, juste après les protozoaires. Là, pour le coup, on va faire la visite des lieux. Je vais suivre le cours magistral de ma fac pour l'enchaînement des détails, puis évidemment, à chaque occasion, je placerai des petites astuces de mémorisation avec tous les schémas récapitulatifs. Et en même temps, avant de commencer, je voudrais vous montrer ce livre que j'ai trouvé très utile. C'est explicite juste ce qu'il faut pour comprendre les parasitoses, surtout ce qui concerne les cycles évolutifs. En général, c'est la partie qui est un peu difficile à retenir. On commence. Alors, les helminthes sont des parasites. Les maladies qu'elles causent sont tout simplement les helminthiases et elles sont très fréquentes dans le monde. Certaines peuvent être graves et d'autres bénignes. Dans la classification des êtres vivants, on va les mettre dans la case des métazoaires, animaux supérieurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont eucaryotes, pluricellulaires et hétérotrophes, c'est-à-dire se nourrissent de matière organique depuis leur environnement, étant donné qu'ils ne peuvent pas synthétiser leur propre nourriture. En réalité, ces définitions sont très vagues parce que un éléphant, par exemple, c'est aussi un métazoaire. C'est là qu'on va ajouter une autre caractéristique pour être un peu plus précis. Ce sont des invertébrés, des parasites qui n'ont pas de squelette. Tout de suite, ça rétrécit le champ des possibilités. Voilà. Petite parenthèse, en première année, j'avais associé eucaryote à un œuf avec le genre d'œuf en office de noyau pour le distinguer de procaryote. Ça pourrait servir à quelques-uns d'entre vous. Bon, les helminthes sont des endoparasites, c'est-à-dire ils vont se nicher à l'intérieur du corps humain, pas à la surface corporelle, comme le ferait un pou ou un acarien. Et important aussi, ils ne parasitent que les vertébrés, c'est-à-dire êtres humains, moutons, chiens, chats, souris, etc. L'os définitif ne peut pas un invertébré. D'accord. Petit rappel, tu as certainement vu ça dans le premier cours d'introduction à la parasitologie, l'os définitif est celui chez lequel le parasite accomplit sa fonction de reproduction. L'hôte intermédiaire, par contre, il intervient dans le cycle évolutif pour héberger les formes larvaires et assurer leur maturation. Et dans le cas des helminthias, l'hôte intermédiaire, quand il y en a, peut être un invertébré, un mollusque par exemple, comme pour les bulins dans les schistosomiacées. Il suffit de revoir ces définitions pour ne pas se mélanger les pinceaux. Bon, en ce qui concerne la taille de ces parasites, ça va de quelques millimètres à plusieurs mètres. On voit bien sur ces images. Les adultes vivent en général dans les cavités ouvertes comme le tube digestif, ce qui en fait donc des mésoparasites. Pourquoi les cavités ouvertes? Eh bien, pour pouvoir rejeter leurs larves s'ils sont vivipares ou leurs œufs s'ils sont ovipares. C'est logique. Les formes larvaires, par contre, on va les retrouver dans les cavités fermées, comme l'appareil circulatoire et les parenchymes, comme par exemple le tissu musculaire. En s'intéressant maintenant de plus près à ces helminthes, disons à leur organisation, on va trouver qu'ils sont répartis en deux grands embranchements. Il y a les némathelminthes et les plathelminthes. Les nems vietnamiens qui ressemblent à notre boulak algérien, ça nous rappellera que les némathelminthes sont des vers ronds. Les platelmintes, eh bien plates, c'est des vers plats. Dans les platelmintes, il y a les vers segmentés, qu'on appelle aussi des cestodes, et les non segmentés, qu'on appelle les trématodes. Voilà des images pour bien distinguer entre les deux. Parmi les cestodes, on citera le Taeniasolium, l'Hyménolepis nana, le Botryocéphale, tous avec des corps bien segmentés. Dis-toi seulement que cestode et segmenté, ça sonne de la même manière, ce qui fait que le reste, les trématodes, c'est les pas segmentés. Après, chez les trématodes, on a deux groupes, les douves comme le Fasciola hepatica, en un seul morceau, on voit clairement qu'il n'y a pas de segmentation, et un deuxième groupe rassemblant les schistosomes ou bilharzies, comme le schistosoma hematobium, tu devines que l'un va parasiter le foie, et l'autre les vaisseaux sanguins. On va revenir maintenant à nos cestodes et en dire un peu plus. En fait, ils peuvent parasiter l'être humain sous deux formes. Un groupe va être retrouvé dans sa forme adulte, c'est le cas de Taenia saginata, Taeniasolium botryocéphale, Hyménolepis nana et Dipylidium caninum. Un autre groupe, par contre, sera retrouvé sous sa forme larvaire. Ça arrive quand l'être humain est une impasse parasitaire, pas assez adaptée pour que le parasite s'y développe dans sa forme adulte.
On citera l'Echinococcus granulosus, responsable du fameux kyste hydatique ou hydatidose, et l'Echinococcus multilocularis, responsable de l'échinococcose alvéolaire. Les platelmintes sont donc des vers plats avec un corps aplati dorso-ventralement, de haut en bas. Ça, c'est bon, tu l'as retenu. On ajoutera d'autres précisions. Il se trouve que ces parasites ont un tube digestif incomplet, n'ont pas d'appareil circulatoire ni d'appareil respiratoire. Parmi eux, on l'a dit, les cestodes ont le corps segmenté. Important à savoir aussi, ils sont tous hermaphrodites, c'est-à-dire mâles et femelles à la fois, ou bisexués. Ce qui n'est pas le cas chez les trématodes qui peuvent être hermaphrodites comme les doubles ou gonochoriques, c'est-à-dire à sexe séparé chez les schistoses. Par contre, chez les nématelmintes, ils sont tous gonochoriques, soit mâles, soit femelles. Pour ce qui est de la morphologie maintenant, le corps d'un cestode adulte est divisé en 3 parties. Une partie antérieure, la tête, appelée scolex, avec comme moyen de fixation des ventouses ou des crochets disposés en couronne, ou les deux à la fois. Là, on les a mis les deux. Une partie médiane, c'est le cou, qui est la zone de prolifération continue. C'est de là que vont naître les futurs segments composant le corps de l'animal. Et une partie postérieure, appelée strobile, formée d'une succession de segments. Chaque segment est appelé proglottis ou anneau. La taille du strobile, c'est-à-dire le nombre d'anneaux qui le composent, varie d'une espèce à une autre. Mais c'est toujours les derniers anneaux seulement qui sont mûrs ou gravides, là où on retrouve les œufs du cestode. Maintenant, si je te dis première impression en voyant cette image, tu vas me dire un mignon, un navet, aller loin de la parasitologie. Moi, en tout cas, je dirais une patate fâchée avec une coupe de cheveux ratée. Vous me direz en commentaire si je suis allée trop loin. Cette morphologie de cestode qu'on vient de voir, en fait, peut être retrouvée avec plusieurs variations. Et selon ces variations, on distinguera plusieurs ordres de cestodes. L'ordre des cyclophilidés, par exemple, ce qui les caractérise, à part le fait que leur dénomination signifie feuille circulaire, c'est le fait qu'ils ont tous 4 ventouses. On peut retrouver sur leur scolex des crochets ou pas. Et au niveau des proglottis, on retrouve les pores génitaux sur un seul côté, sauf cas exceptionnel chez l'espèce Dipynidium caninum, où on retrouve un pore génital de chaque côté du proglottis. C'est totalement différent chez les cestodes adultes de l'ordre des pseudophilidés. Si on compare, ceux-là ont 2 ventouses sur les côtés qu'on appelle botrydies. Elles sont différentes de celles qu'on a vues tout à l'heure. La coupe transversale en haut le montre bien. Leur tête, on dirait la forme d'une cuillère ou simplement une feuille, comme leur nom l'indique. Les pores génitaux de leurs proglottis sont médians. Et l'option en plus qu'elles ont, c'est un orifice de ponte, qui n'existe pas chez les cyclophilidés, chez qui la libération des œufs n'est possible qu'après désagrégation ou délitement du proglottis gravide. Si on se laisse aller, on va dire que les pseudophilidés, c'est un peu Kermit la grenouille des Muppets, avec un nombril médian. Et le cyclophilidé, c'est la patate fâchée avec une bosse sur le côté pour le pore génital, puis pour l'orifice de ponte, une patate et l'on n'a pas. Voilà. On va maintenant faire une petite visite chez les nématelmintes. Comment ces parasites sont-ils organisés? Eh bien, on y trouve 2 catégories. Les nématodes à transmission péros. Ils vont arriver dans ton organisme par ingestion, que ce soit parce que tu as avalé des aliments souillés ou de l'eau contaminée, de la viande mal cuite, et ceux à transmission transcutanée, qui vont carrément traverser la peau, que ce soit à l'aide d'un vecteur ou par eux-mêmes. Puis par exemple, à travers les veines, se faire transporter jusqu'au cœur, puis de là vers n'importe quel recoin du corps. On va donner des exemples pour ceux qui passent par le tube digestif. Il y a les oxyures et l'ascaris. Ceux qui traversent la peau à l'aide d'un vecteur, on a les filaires. Ceux qui le font par eux-mêmes, on a les ankylostomes et les anguillules. Si on s'y intéresse selon leur progéniture, on peut aussi les répartir, ces nématelmintes, en 2 catégories. Les vivipares qui vont pondre des larves et les ovipares qui vont pondre des œufs.
Bien, alors on vient de survoler tout le monde des helminthes avec les différentes répartitions. Maintenant, on peut prendre chaque espèce à part pour l'étudier sans perdre de vue sa relation avec le tout. Par exemple, chez les cestodes adultes, on a ces 5 espèces. Les 4 premiers sont tous des cyclophilidés. On va en déduire qu'ils ont tous les pores génitaux sur le côté, mais lequel? Là, c'est intéressant parce que c'est un caractère différentiel spécifique à chaque espèce. Saginata a les pores génitaux alternés de façon irrégulière, Solium alternés régulièrement. Chez Hyménolepis nana, ils sont tous du même côté. Et pour Dipylidium caninum, on l'a déjà cité, ils sont bilatéraux. Et enfin, Diphyllobotrium latum, qui est un pseudophilidé, ses pores génitaux seront médians. Voilà, Falmiers.